passe aujourd'hui. Parce que on a, depuis maintenant l'année passée, on a une avance constante des Russes sur l'ensemble du front. Alors, un élément qui est important et que je dois répéter, que je répétais chaque fois, c'est que les Russes ont comme objectif, ils ont adopté, ils l'ont annoncé d'ailleurs en octobre 2022, ils ont une stratégie d'attrition par rapport à l'Ukraine. C'est-à-dire que pour eux, le problème, ce n'est pas de prendre des territoires, mais c'est de détruire un potentiel. Et ils sont capables de prendre des territoires, puisqu'on l'a vu d'ailleurs dans la première phase de l'opération, ils sont allés très rapidement jusqu'à Kherson au sud, et puis ils sont allés jusqu'à Kiev au nord, pratiquement sans combat d'ailleurs, hein. Pratiquement sans combat. Il y a eu très très peu de combats, ils ont avancé très rapidement, selon ce qu'on appelle en termes militaires, c'est le principe de l'eau qui coule, c'est-à-dire que vous passez partout où vous pouvez passer sans vous arrêter devant les points d'appui ou les zones fortifiées, etc. Vraiment, vous passez comme l'eau qui coule et vous arrivez très rapidement, pratiquement sans combat, jusqu'à Kiev, avec même des forces beaucoup plus faibles que celles des Ukrainiens. Et puis ensuite, vous réduisez les lignes de résistance qui sont derrière vous. Pour simplifier un peu les choses. C'est comme ça que les Russes ont d'ailleurs mené les grandes offensives de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en capitalisant sur le mouvement, ce qu'on appelle l'art opératif, hein, c'est l'usage du mouvement, des pénétrations dans la profondeur du dispositif ennemi, sans s'attarder aux différents points d'appui et positions de défense. Donc, c'est une solution dynamique du conflit. Mais en octobre 2022, le général Sourovikine, alors commandant en chef des forces russes en Ukraine, a déclaré que cette stratégie était terminée, qu'on passait à une stratégie d'attrition où on allait détruire le potentiel ukrainien. Et c'est ça qui fait. Donc, on n'avance plus. L'idée, c'est même d'ailleurs, il disait même on n'avance pas, on va attendre que les Ukrainiens, on les attend et on les détruit au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc, le but, c'est pas de prendre du territoire. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup d'analystes, c'est d'essayer de mesurer l'évolution des choses sur le terrain en mesurant les quantités de kilomètres carrés pris par les uns et par les autres. Alors, c'est valable pour les Ukrainiens parce qu'ils veulent récupérer des terres, donc eux veulent prendre du terrain. Mais les Russes, eux, ne cherchent pas ça. Ils cherchent à détruire ceux qui veulent reprendre du terrain. Voilà. Et c'est pour ça que eux, ils avancent uniquement, et c'est exactement ce qu'on a vu, par exemple, à Bakhmout, où on a les militaires, enfin à l'époque c'était Wagner d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu de militaires russes vraiment dans Bakhmout, c'est vraiment des gens c'est une bataille un peu, une bulle à l'intérieur du dispositif russe. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué la révolte de Prigojine plus tard, mais on ne va pas entrer maintenant dans cette discussion. Toujours est-il qu'à Bakhmout, c'est un peu un exemple de ce que faisaient les Russes, c'est-à-dire que quand vous détruisez, si vous voulez détruire les gens, vous êtes quand même obligé d'avancer un petit peu, mais votre but n'est pas de prendre du territoire, le but c'est de détruire les gens. Et alors le problème est que les Occidentaux, en poussant les Ukrainiens à résister pour chaque mètre carré, eh bien en fait les Européens ont joué la stratégie russe. Ils ont facilité la stratégie russe. Ce que fait Ursula von der Leyen, Macron, etc., c'est rien d'autre que de faciliter la stratégie russe, puisque les Russes ont comme objectif de détruire du matériel. Alors, détruire du matériel et du personnel, donc un potentiel. Et la question c'est que plus on avance dans le temps, plus ce potentiel est détruit, et donc, n'est-ce pas, si vous voulez faire une guerre d'attrition, c'est toujours une très mauvaise idée de faire une guerre d'attrition lorsque vous êtes plus faible qu'un autre, que votre adversaire. C'est exactement ce qui s'est passé, et que les Occidentaux, finalement, se sont retranchés dans leur propre rhétorique, dans leur propre narratif, en se persuadant que les Ukrainiens gagnaient. Et par conséquent, ils ont une stratégie qui est basée sur cette rhétorique-là. Le fait est que ce n'est pas le cas, et donc ça a conduit les Ukrainiens à la défaite. Et c'est vers ce qu'on s'achemine. Donc voilà un petit peu cette situation. Maintenant, donc on a partout une avance, et particulièrement une avancée dans Koursk. Alors Koursk, peut-être, pour préciser les choses, parce qu'on a raconté un peu tout et n'importe quoi sur Koursk. D'abord, on a entendu que la question de Koursk s'était résolue rapidement parce que comment Vladimir Poutine voulait terminer Koursk pour être en bonne place pour les négociations. Alors, je pense que tout ça ne joue absolument aucun rôle. En plus de ça, on a dit que les Ukrainiens avaient perdu Koursk parce que les Américains avaient
Cesser le renseignement. Cesser le renseignement, etc. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. D'abord parce qu'on a vu le mouvement de Koursk s'amorcer, enfin de la progression des Russes à Koursk s'amorcer bien avant que les Américains aient arrêté le renseignement. Point 1. Point 2, le renseignement que les Américains ont arrêté de fournir, il a été fourni par d'autres. Et l'ancien directeur du renseignement militaire ukrainien, le général Kondratyuk, a expliqué qu'en réalité, quand les Américains disent qu'ils arrêtent le renseignement, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a d'autres alternatives pour le renseignement, par exemple le renseignement satellitaire, parce que l'essentiel du renseignement que les Américains ont stoppé, si vous voulez, c'est du renseignement satellitaire, dans le satellitaire. Et ce renseignement-là, vous pouvez l'avoir par d'autres pays, la France notamment le fournit, et par conséquent, ça n'a joué aucun rôle. Mais surtout, la raison pour laquelle le secteur de Koursk s'est effondré, c'est parce que sur l'ensemble du front, les Ukrainiens manquent de personnel. Ils avaient leurs meilleures troupes à Koursk parce qu'ils pensaient que c'était l'atout, c'était pour eux un atout stratégique, parce qu'ils voulaient pour les négociations à venir. Ce territoire pour une négociation. Mais ça fait maintenant longtemps qu'ils s'aperçoivent que, d'ailleurs, depuis le mois de septembre de l'année passée, ils reculent constamment dans ce secteur, donc ils voyaient bien qu'ils ne pouvaient pas le tenir. Et ce qui s'est passé il y a maintenant un peu plus d'un mois, c'est que les Ukrainiens ont commencé à retirer des troupes du secteur de Koursk pour les remettre dans la région du Donbass et pour essayer de faire des attaques. Et si vous avez suivi les nouvelles sur le front ukrainien, vous verrez que ces derniers mois ou ces dernières semaines, plus exactement, vous avez une quantité de petites attaques dans la région de Toretsk, un peu partout, des petites attaques ukrainiennes qui ont essayé de reprendre du territoire dans ces zones. Elles ont pratiquement tout échoué. Mais il y a quand même eu ces petites attaques. Et apparemment, ce qui s'est passé, c'est que Zelensky a voulu démontrer à Trump qu'il était capable de reprendre l'initiative sur l'ensemble du front. Et donc, il a dégarni Koursk pour faire ces petites attaques qui finalement ont été tellement dispersées qu'il n'y a pas eu de masse critique pour avoir du succès. Et par conséquent, il a dégarni Koursk et ça a permis aux Russes d'avancer plus significativement. Et en même temps, il a sacrifié des troupes dans des attaques qui n'avaient pas de lendemain dans la région du Donbass. Donc, il s'est affaibli pratiquement tout au long. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu cet effondrement de Koursk. Maintenant, si on prend Koursk, alors je vais revenir peut-être, là je vous ai pris la carte ici du 16 mars, donc c'est la situation à dimanche passé. Elle a finalement relativement peu évolué depuis parce que Vladimir Poutine a promis à Trump lui a demandé d'épargner la vie des soldats ukrainiens et apparemment Poutine a accepté cette idée, enfin du moins il a laissé entendre qu'il était prêt à le faire. Alors ça c'est une carte russe, hein, c'est une carte russe, mais grosso modo elle est un peu plus évidemment favorable aux Russes que le sont les cartes ukrainiennes, mais pas beaucoup. En réalité on a une certaine convergence, mais j'ai pris parce qu'elle illustrait assez bien, elle était plus claire que d'autres que j'avais pu avoir. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez que la ligne de front, c'est en réalité cette ligne en pointillé blanche qui est là, qui montre la ligne de front. Et on voit dans la région de Koursk, sur le territoire russe, on a encore ce petit, on a Soudja ici à droite. Ce petit saillant. Voilà, exactement. Et puis on a un petit saillant ici. Et à l'intérieur de ce saillant, eh bien, vous avez les troupes ukrainiennes. Et alors, ça a été, Zelensky a dit, oui, mais parce que Vladimir Poutine, dans sa conférence de presse avec le président Loukachenko, avait dit que les Ukrainiens étaient encerclés. Et là, Zelensky a dit non, c'est pas vrai, ils sont pas encerclés, ils sont simplement dans une poche, quoi, mais ils sont pas encerclés. Et le général Syrski, lui, avait aussi dit qu'il n'y avait pas de problème particulier, que la situation était bien en main à Koursk. Alors, en réalité, ce qu'il y a, on peut discuter, effectivement, quand on voit la carte, on se dit, mais est-ce que Poutine a menti, puisque ce n'est pas un encerclement à proprement parler. Alors, en fait, oui, c'est un encerclement. Il y a un concept, et c'est pour ça que je l'ai mis comme titre, l'encerclement opératif, c'est un concept opératif russe. Opérativное окружение, c'est l'encerclement de niveau opératif. Ça veut dire que
les troupes ne sont pas tout autour de l'adversaire, mais l'adversaire est entouré sur 3 côtés, n'est-ce pas? Et puis, sur le 4e côté, il y a ce qu'on appelle un contrôle de feu, Огневой control. Et c'est d'ailleurs quelque chose que Vladimir Poutine a cité dans sa conférence de presse avec Loukachenko. Il a dit on tient les Ukrainiens grâce à ce contrôle de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette zone rouge, les Russes sont capables de mettre un feu d'artillerie qui empêche tout apport de nouvelles troupes dans le saillant. Donc, ils peuvent ouvrir et fermer la porte. S'ils veulent laisser partir les Ukrainiens, ils n'ont qu'à pas tirer et les Ukrainiens peuvent s'échapper. Mais s'il y a des renforts qui viendraient, par exemple par cette route-là, eh bien, les Russes peuvent le fermer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'encerclement opératif ou par le contrôle du feu, si vous voulez. On peut ouvrir ou fermer la porte selon qu'on le désire. Donc, il y a effectivement un encerclement des forces ukrainiennes. Actuellement, et à la suite de la conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, on sait, enfin, je suppose qu'on sait par Donald Trump, qu'il y a encore 2500 Ukrainiens qui seraient enfermés dans cette poche-là. Donc, voilà la situation qui se trouve actuellement à Koursk. Et Vladimir Poutine a demandé que Zelensky donne l'ordre à ces gens de se rendre, sans quoi eh bien, il les détruirait. Voilà. Donc voilà la situation à Koursk. Mais il faut bien préciser que c'est une situation qui n'est pas due à l'interruption de renseignements. D'ailleurs, depuis, ce renseignement a repris, le flux de renseignements a repris entre les États-Unis et l'Ukraine. Donc, ça n'est pas le problème central, même si ça a sans doute perturbé, en tout cas psychologiquement, ça a dû perturber les Ukrainiens parce qu'ils s'aperçoivent que les Américains aujourd'hui sont prêts à bloquer l'aide sur laquelle ils comptaient. Donc, c'est une pression finalement presque politico-militaire sur la situation. Voilà en gros, je pense que ce qu'on pouvait dire. Sinon, sur l'ensemble du front, je n'ai pas ici pris de carte, mais on a une situation qui avance très lentement. Mais de nouveau, le critère, ce n'est pas l'avancement, c'est le nombre des pertes. Et c'est ça qui est déterminant. Et on a très bien vu, d'ailleurs, la quantité de matériel énorme qu'il y avait à Koursk, hein, le total des forces qui a été détruit selon les Russes, parce que évidemment les Russes ne donnent pas, les Ukrainiens ne donnent pas ces chiffres, mais selon les Russes, il y a près de 70 000 Ukrainiens qui auraient été mis hors de combat. Alors, on ne précise pas ceux qui sont blessés ou tués, c'est des pertes de 70 000 Ukrainiens dans cette région. C'est une région relativement petite. Et avec des quantités de matériel, il y a à peu près 1200 matériels blindés, enfin près de 2000 matériels blindés en fait, qui ont été détruits dans cette zone, et qui est une zone relativement petite une fois de plus. Donc ça montre que les Ukrainiens ont vraiment mis le paquet pour cette zone, qui pour eux était stratégique. Parce que pour eux, même, de nouveau, il y a des commentateurs qui disent Soudzha n'est pas stratégique parce que c'est tout petit. Oui, c'est vrai, stratégiquement, si vous regardez simplement la carte comme ça, ce n'est pas important, Soudzha, mais c'est important dans le cadre de la stratégie de Zelensky. Et là, c'est important de voir que Zelensky, en août-septembre de l'année passée, pensait utiliser le territoire de Koursk comme une monnaie d'échange. Oui. Et puis après, il a vu qu'il n'arriverait pas à le faire parce que les Russes ont fait pression et ont commencé à réduire cette poche. Et dès novembre-décembre, le discours de Zelensky, c'était de faire sentir, littéralement faire sentir la guerre aux Russes. Et puis, en février de cette année, janvier-février de cette année, le focus a un peu changé de nouveau concernant Koursk, mais ça avait de nouveau un rôle stratégique, puisque en janvier de cette année, eh bien, Trump est arrivé au pouvoir et menaçait de retirer son soutien à l'Ukraine. Et donc, le discours de Zelensky a changé, et l'idée, c'était de montrer à Trump que l'aide qu'on lui fournissait pouvait amener des résultats et qu'il était encore capable de mener des offensives sur le territoire russe. C'est un peu ça l'idée. Mais évidemment, la pression des Russes, la réalité du terrain a un peu détruit ce narratif et on est à la situation qu'on a aujourd'hui, c'est que l'affaire de Koursk est probablement la plus grande défaite de l'Ukraine durant ce conflit. Enfin, la défaite la plus, la plus marquante, celle qui a le plus de conséquences. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que
l'approche des Américains, et je pense des Russes aussi, quand il y a eu cette proposition faite, alors, qui aurait dû être faite par les Ukrainiens, mais qui en réalité a été faite par les Américains, parce que les Ukrainiens ne voulaient pas la porter, l'idée était d'arriver à une négociation là-dessus. Dans une négociation sur un processus de paix, dans une situation de guerre, eh bien, chacun arrive avec ses exigences. Et puis chacun pose ses exigences sur la table et la négociation a pour but d'essayer d'amener les propositions des uns et des autres vers une position commune. C'est ça l'essence de la négociation dans ce genre de situation. Et c'est ce que pensaient faire les Américains probablement, peut-être pas les Ukrainiens. D'ailleurs, les Ukrainiens pensaient qu'on imposait quelque chose aux Russes et qu'ils avaient qu'à l'accepter. C'est d'ailleurs un peu la position des Européens aussi. Mais les Américains avaient une position plus nuancée, comme d'ailleurs les Russes. Et dans la conférence de presse donnée par Vladimir Poutine et Loukachenko, il explique ça. Il dit c'est une proposition qui est intéressante, mais qu'il faut accepter avec des nuances. Et le terme nuance a été utilisé de manière un peu ironique en russe, mais ça veut dire qu'en gros, la proposition est encore brute et il faut maintenant affiner les propositions pour que la position des uns et des autres se mette soit synchronisée, si vous voulez. Et il ne faut pas oublier que dans tout ce processus, ça les Américains l'ont très bien compris, les Russes gagnent sur le terrain. Donc, vous pouvez faire toutes les propositions que vous voulez, ce sont toujours les Russes qui auront le dernier mot dans cette situation. Et que ce ne sont pas les Russes qui sont demandeurs d'une négociation. Donc les Russes se sont toujours déclarés prêts à négocier quand on leur a fait la proposition. Et chaque fois, ça a été une proposition. Même en avril 2022, ça a été une initiative de Zelensky, comme d'ailleurs au tout début, je rappelle que le 25 février 2022, le lendemain du début de l'opération spéciale, c'est Zelensky qui a téléphoné au ministère des Affaires étrangères suisse pour que la Suisse organise une conférence de paix. La conférence de paix n'a pas eu lieu, mais il y a un premier tour de négociation qui a eu lieu à Gomel, à la frontière de Belarus. Donc ça a chaque fois été une initiative ukrainienne que les Russes ont acceptée. Et là, cette fois-ci, c'est la même chose. Les Ukrainiens viennent avec une proposition, les Russes disent OK, mais évidemment, comme c'est eux qui gagnent, c'est eux qui tiennent le couteau par le manche, par conséquent, on est quand même obligé de tenir compte un peu de leur avis. C'est un peu la situation. Donc, l'idée de ces négociations, de cet cessez-le-feu de 30 jours, il était évidemment au départ pas limité aux infrastructures énergétiques. Ça devait être un cessez-le-feu total. Mais les Russes ont dit, comme vous ne nous donnez aucune garantie, parce qu'on a l'expérience avec vous, c'est chaque fois que vous demandez un cessez-le-feu, eh bien vous en profitez pour vous réarmer et en fait, c'est pas pour, n'est-ce pas, le cessez-le-feu devrait avoir comme objectif d'aller vers un processus de paix. C'est ça l'idée du cessez-le-feu. C'est pas simplement arrêter de se battre, se réarmer, reprendre le combat. C'est pas ça l'idée. Et ça s'appelle une trêve. Ouais, oui, mais même la trêve. À un moment donné, le mot trêve. Hein. Oui, on l'utilise de temps en temps, mais c'est pas du tout. La trêve, elle a aussi un objectif. Par exemple, ça pourrait être pour échanger des prisonniers ou des blessés ou des choses comme ça. On avait ça de temps en temps sur le champ de bataille. Il y en a eu plusieurs durant la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, etc. Mais là, on a un objectif concret. Tandis que là, il n'y a pas d'objectif. On arrête les combats, point final. Et ça, pour les Russes, c'est inacceptable. Et c'est ce que Vladimir Poutine a dit. Le cessez-le-feu doit s'intégrer dans quelque chose. Parce que sans quoi, exactement, on n'est pas dans un processus. Regardez le processus, par exemple, vous prenez en Palestine, à Gaza, le cessez-le-feu, c'est pas une finalité en soi. Le but est d'entrer dans un processus qui doit amener à une résolution de la crise. Donc, dans un premier temps, on arrête de se battre pour pouvoir échanger les prisonniers, pouvoir commencer à amorcer des négociations, etc. Donc, on a tout un processus qui suit ou qui se fait dans le sillage du cessez-le-feu. Et c'est comme ça que les Russes le voient, et c'est comme ça normalement qu'on voit le cessez-le-feu. Mais les Ukrainiens, évidemment, ni les Européens ne le voient comme ça. Résultat des courses, les Russes ont dit OK pour cessez-le-feu, c'est le résultat de cette discussion entre Donald Trump et Vladimir Poutine, d'accord pour cessez-le-feu, mais on se limite à un domaine qui est l'attaque contre les infrastructures d'énergie. Alors ça, c'est en fait, c'est une astuce des Russes, parce que si vous regardez la manière dont
des attaques sur les infrastructures énergétiques se sont faites, elles ne se font pas de manière constante. Les Russes font à intervalles réguliers, ils font des attaques de missiles sur les infrastructures énergétiques. Et souvent, la plupart du temps d'ailleurs, et même pratiquement la plupart du temps, ils évitent de toucher les infrastructures énergétiques qui touchent les civils. Et ils s'arrangent pour toucher les infrastructures qui touchent la production d'énergie pour les entreprises et pour l'économie de guerre. Parce qu'il y a une économie de guerre qui est en place en Ukraine. Alors, plus on avance dans le temps, plus cette économie de guerre devient l'économie tout court et par conséquent touche aussi les civils. Mais l'idée des attaques sur les infrastructures d'énergie, c'est pour paralyser la production d'armes. C'est ça l'objectif. Alors, quand on regarde comment dire, le schéma ou le pattern, la manière dont se font ces attaques, on s'aperçoit que les Russes font des attaques grosso modo une fois par mois. Une fois par mois. Donc, le fait de dire on n'attaque plus les infrastructures, eh bien, ça change pas grand-chose au prix du beurre pour les Russes. Pour les Ukrainiens, en revanche, ça change beaucoup parce qu'eux attaquent constamment les attaques, les infrastructures, les raffineries, etc. Ils attaquent régulièrement, pas seulement d'ailleurs russes, mais aussi, on a vu, ils ont attaqué au lendemain de cette fameuse séance au bureau ovale, les Ukrainiens avaient attaqué même des pipelines qui appartenaient à des entreprises américaines. Donc, on voit que les Ukrainiens sont assez vengeurs dans leur manière de faire et un peu essayent de forcer les Américains à être de leur côté. Et ça, c'est quelque chose que les Américains, d'ailleurs, passent sans doute assez mal. Et ça explique sans doute pourquoi Donald Trump est aujourd'hui probablement moins bien intentionné à l'égard de l'Ukraine qu'il aurait pu l'être au début de son mandat. Toujours est-il que cette trêve va donc concerner uniquement des objectifs de nature énergétique et donc n'aura pas vraiment d'influence sur le déroulement du conflit. Par ailleurs, il faut dire qu'à peine on a annoncé ce cessez-le-feu que déjà les Ukrainiens l'ont violé en attaquant des infrastructures énergétiques en Russie. Donc on voit que, et c'est d'ailleurs ce que les Russes, et ce que Vladimir Poutine a déclaré à Donald Trump, c'est que le problème est que dans tous les cessez-le-feu qu'il y a eu jusqu'à maintenant, que ce soit Minsk 1, que ce soit Minsk 2, que ce soit même d'ailleurs les tentatives, parce que le retrait des Russes de la région de Kiev en avril 2022 était un signe de bonne volonté des Russes, d'ailleurs à la demande des Français et des Allemands, d'ailleurs, qui avaient demandé comme signe de bonne volonté, comme mesure de confiance en quelque sorte, par rapport aux accords qui étaient signés, de se retirer de la région de Kiev. Et les Russes, comme on était très proche d'un accord, à vrai dire, la délégation ukrainienne avait déjà signé la proposition, et c'était aux Russes qui étaient en grande partie d'accord avec tout ça, c'était aux Russes de signer, et donc les Russes étaient assez confiants que l'accord allait être signé, et donc ils se sont retirés de la région de Kiev. Et à peine ils s'étaient retirés de Kiev que Boris Johnson est venu, que l'Union européenne, il ne faut pas oublier l'Union européenne, qui est venue derrière et a proposé des armes à l'Ukraine en disant qu'on ne pouvait pas négocier. Boris Johnson a dit la même chose, il est venu physiquement pour le dire, mais en réalité, ce sont les Européens qui ont détruit cet accord et les Russes se sont retirés de bonne foi de la région de Kiev, mais en fait, ils se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau, on les a trompés dans cette affaire. Donc les Russes sont habitués à ce genre de choses. Par ailleurs, depuis lors, les Ukrainiens ont toujours fait opposition à toutes les tentatives de cessez-le-feu qu'il y a eu. Les Russes ont proposé des cessez-le-feu, notamment aux occasions des fêtes de fin d'année, de Noël et Nouvel An, chaque fois, et chaque fois ça a été refusé par les Ukrainiens. Et après, les Ukrainiens il y a eu des cessez-le-feu unilatéraux qui ont été déclarés, mais qui ont été, comme l'idée des Russes était d'encourager
les Ukrainiens à les suivre dans cette démarche. Mais comme les Ukrainiens n'ont pas suivi, évidemment, les combats ont repris. Et naturellement, les Ukrainiens ont dit, ah oui, les Russes proposent des cessez-le-feu qui ne respectent pas. Mais la réalité était qu'il y a eu effectivement des cessez-le-feu unilatéraux que les Ukrainiens ont refusé. Alors, le but des Russes, ce n'est pas de se faire tirer dessus simplement pour le plaisir. Par conséquent, ils ont évidemment fait marche arrière. Mais l'idée était d'initier un mouvement chaque fois. Et là, on retrouve exactement le même phénomène. Les Ukrainiens ont systématiquement violer les cessez-le-feu qui avaient été négociés. Mais on retrouve d'ailleurs, de nouveau, c'est ce qui est intéressant, puisqu'on a deux conflits qui sont en parallèle, on a le conflit en Palestine et le conflit en Ukraine, on a des deux côtés, on a les mêmes mentalités. Les Israéliens... Les Ukrainiens et les Israéliens. Exactement, Ukrainiens et Israéliens ont exactement la même approche de la guerre. Et c'est assez frappant. Alors, il y a des similitudes évidentes parce que ce sont des gens qui viennent de la même région, qui ont la même religion d'ailleurs, mais aussi qui viennent de la même région. Netanyahou vient de Pologne, Smotrich vient d'Ukraine, etc. Donc, on retrouve exactement les mêmes éléments et leur approche de la guerre est finalement la même. Et dans les deux cas, on a une mentalité qui pense qu'ils sont au-dessus des accords qu'ils ont signés. Et donc, ils peuvent renier ces accords n'importe quand. Et voilà. Et puis, la diplomatie... C'est important, c'est essentiel ce que vous dites, c'est très important. Oui, c'est très, très important parce que ça montre une approche des choses. On voit que les Russes ont une approche plus, comment dire, qui serait traditionnellement plus proche de ce que nous voyons en Europe occidentale. Oui, telle que nous la connaissions. Telle que nous la connaissions, exactement. Où on a l'idée de s'accrocher au texte, à s'accrocher à une forme de légalisme, encore que le légalisme est très différemment compris en Europe, mais les Allemands sont probablement, à l'origine en tout cas, aujourd'hui c'est peut-être un peu différent, mais à l'origine, les Allemands ont une culture très légaliste. On a aussi ça en Suisse, c'est une culture très légaliste, beaucoup plus qu'en France, par exemple. En France, il n'y a pas cette notion-là. La loi, l'État, c'est moi, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que vous pouvez marcher sur la loi relativement facilement, alors qu'en Suisse ou en Allemagne ou en Autriche, par exemple, dans ces traditions germaniques, qui sont très prégnantes aussi en Russie, on se tient au texte et aux accords signés. Il y a un très grand souci de respect de la lettre. Et c'est d'ailleurs ce qui explique, et c'est pour ça que j'avais souligné cet aspect tout à l'heure, la raison pour laquelle les Russes sont intervenus, c'est bien la protection des civils. Et tout l'édifice juridique qu'ils ont construit autour de ça fait que leur engagement, même si on peut contester l'aspect moral, ou bien on pourrait peut-être se dire qu'il y aurait peut-être eu d'autres décisions possibles, ça c'est possible, mais le côté juridique de leur intervention, il est extrêmement solide parce qu'il a été construit autour de principes qui sont acceptés par les Nations Unies. C'est ça qui est assez... Il y a un souci de la part des Russes de s'en tenir au texte qui est beaucoup plus grande que ce que raconte notre propagande. Et c'est un peu la raison pour laquelle nous, Européens, particulièrement la génération aujourd'hui des Macron, etc., sont en porte-à-faux avec ça, parce que c'est des gens qui n'ont pas du tout cette notion. Tout à l'heure, on a parlé, je crois que M. Freisinger a évoqué la notion d'honneur. C'est des choses qui ont aujourd'hui totalement déserté la mentalité de nos politiciens. Trump a glissé à un moment donné dans une de ses conférences à côté du bureau ovale, dans un demi-sourire dubitatif, et a parlé des Ukrainiens sans foi ni loi. Oui, tout à fait. Oui, et c'est effectivement ça. De nouveau, on a exactement... D'ailleurs, quand vous regardez l'état-major de Zelensky, c'est pratiquement le même que vous avez autour de Netanyahou. C'est les mêmes mentalités, c'est exactement le même état d'esprit, c'est la même culture, c'est la même approche de la guerre. C'est-à-dire qu'on est dans notre bon droit, donc on peut s'affranchir de toutes les règles. C'est un peu ça l'idée. Alors que les Russes ne sont pas du tout dans cette optique-là. Alors, ça ne veut pas dire que tout se passe dans un pays immense et avec une armée très grande, etc. Il y a certainement des problèmes qui se posent. Ça, tout n'est pas tout blanc partout. Bien sûr. Mais les Russes
a priori, ce sont des gens qui essayent de faire les choses dans les règles. Ça a toujours été comme ça. Même les soviétiques, d'ailleurs, à l'époque, c'était connu. Ils appliquent strictement les règles, alors que pendant la guerre froide, les Américains, eux, avaient tendance à s'affranchir des règles. Les anglo-saxons, oui, aussi. Tout à fait. La perfide Albion. On avait. C'est ça, voilà. Exactement. Mon cher Jacques Beau, colonel Beau, écoutez, il est 10 heures. Si vous avez encore un élément que vous souhaitez aborder, il nous reste quelques minutes. Et sinon, bien, nous allons nous dire au revoir, mais évidemment pas adieu. Nous aurons à nous retrouver, évidemment, sur d'autres matinales. Peut-être un mot de conclusion sur cette. Oui, je pense que il faut. Ce qu'on observe dans toute cette affaire, depuis 3 ans en réalité, mais ça devient toujours plus apparent, c'est le conflit qu'il y a entre l'image que nous avons du conflit et la réalité du conflit. Et c'est là où les journalistes ont une responsabilité énorme dans cette affaire. Et ils ont essayé de concentrer leurs efforts sur la promotion d'une image de Russe qui était méchant, idiot, stupide, faible, etc. Alcoolique et tout ce qui est. Voilà. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que tout ça est à l'inverse de la réalité. Et je pense que ce que l'administration Trump est en train de découvrir, je pense que l'administration Trump est entrée dans le processus de résolution de ce conflit avec une idée totalement différente. D'ailleurs, on voit que le délégué pour l'Ukraine, qui était à l'origine l'ex-général Keith Kellogg, a été remplacé. Aujourd'hui, c'est Steve Witkoff qui l'a remplacé parce que Keith Kellogg avait une image du conflit qui n'était pas du tout adaptée avec la réalité du terrain. Et il a été choisi parce qu'il avait déjà émis, avant même durant la campagne de Trump, il avait élaboré des plans pour la résolution du conflit, etc. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il a été nommé délégué ou envoyé spécial pour la question ukrainienne. Mais très rapidement, Trump a compris qu'il était totalement porte-à-faux avec la réalité et qu'un conflit ne se résout pas à partir de simplement des perceptions qu'on en a, mais à partir de la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est qu'on le veuille ou non, que Poutine soit gentil, grand, méchant, gros ou cancéreux, la question est qu'il gagne. Et que par conséquent, ça ne sert à rien aujourd'hui de faire des sauts de cabri, comme aurait dit le général de Gaulle, et puis d'essayer de prétendre l'inverse. C'est la réalité des choses. Et qu'aujourd'hui, si on veut résoudre le conflit, il faut partir de cette réalité. Et on a malheureusement l'habitude aujourd'hui, dans nos médias, de voir une réalité qui est totalement distordue par rapport à la réalité. Et on l'a vu d'ailleurs en Palestine, où on voit aujourd'hui que tout ce qu'on a raconté à propos du 7 octobre était faux, et c'est même d'ailleurs des journalistes israéliens qui ont donné une image beaucoup plus juste de ce qui s'était passé, parce que notre narratif a en fait dicté notre manière d'aborder le conflit, ou de ne pas l'aborder. Et c'est la même chose en Ukraine. Et c'est d'autant plus dramatique, si vous regardez mes livres, je travaille beaucoup avec les sources ukrainiennes, parce que les médias ukrainiens, malgré tous les handicaps qu'il y a, puisque vous savez que Zelensky a interdit les médias d'opposition, interdit les partis d'opposition, enfin bref, il y a beaucoup de médias qui ont été interdits. C'est ça, la démocratie, c'est ça le modèle démocratique de l'Union européenne. Il y a des médias ukrainiens qui travaillent depuis l'Europe, à vrai dire, qui ne peuvent plus travailler en Ukraine même. Néanmoins, encore en Ukraine, comme Ukrainska Pravda par exemple, qui est encore en Ukraine, il nous donne une image beaucoup plus correcte. Et typiquement, la réalité de ce traité ou de cet accord qui avait été signé en avril 2022, j'ai été un des premiers à en parler, enfin pas un des premiers, mais disons dans mes livres, j'en ai parlé dans mon livre qui a été publié en octobre 2022. Donc je parlais déjà de cet accord. Depuis, personne ne voulait en parler à l'époque parce que c'est considéré comme de la propagande soviétique russe. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'est une réalité historique. Mais mes sources à l'époque, c'était la presse ukrainienne. C'est la presse ukrainienne qui en a parlé en premier avec le Financial Times
en Grande-Bretagne, mais ce sont c'est les Ukrainiens qui en ont parlé. C'est les Ukrainiens qui, les premiers, ont dit que le principal obstacle à la paix étaient les Occidentaux. N'est-ce pas? Donc ça, c'est pas de la presse du Kremlin, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui l'ont dit. Mais on est tellement enfermé dans notre narratif qu'on a même écarté ce que disaient les journalistes ukrainiens, et de ce fait, on a contribué à pousser l'Ukraine dans une situation qui lui est encore plus défavorable maintenant. Donc le rôle ici des médias était particulièrement pervers. Si j'étais ukrainien, je me poserais certainement des questions concernant nos journalistes. Et moi, si j'étais journaliste européen, je ferais très attention. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'aperçoivent que ce sont effectivement les médias occidentaux qui ont poussé l'Ukraine dans la situation dans laquelle on est. Ni plus, ni moins. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Alors, il y a naturellement ce qui se passe dans le terrain. Mais si on avait une meilleure perception de la situation dans le terrain, l'Ukraine ne serait pas dans une position si défavorable maintenant. Voilà.